Quand j'ai découvert que les femmes touchaient en moyenne 39% de moins que les hommes à la retraite, j'ai compris que les inégalités restent encore très fortes. Pour moi, l'information financière est un levier d'émancipation. Et pourtant, en France, l'argent reste un sujet tabou, surtout entre femmes. C'est ce silence que j'ai voulu briser. J'ai donc tendu le micro à des femmes inspirantes pour parler d'argent sans filtre, de parcours, de réussite et de liberté financière. Bienvenue dans Histoire Cash, le podcast qui lève les tabous et accompagne les femmes vers plus d'indépendance financière et pas que. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Jeanne. Jeanne est podcasteuse, la pression, formatrice et accompagne à la fois des personnes comme toi et moi, mais aussi des entreprises pour lancer leur podcast à impact. Avec Basilic, tu découvriras des marques et des histoires engagées de celles et ceux qui façonnent le monde de demain différemment. On se connaît depuis un bon bout de temps maintenant, parce qu'elle fait partie des premières clientes Caravelle. On va parler aujourd'hui indépendance, expatriation, maternité et aussi bien sûr de l'impact de notre argent. Bonne écoute. Salut Jeanne. Salut Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, je suis très contente d'être là. Eh bien, parfait. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es ? Bien sûr, alors tu as déjà dit pas mal de choses dans l'intro. Qu'est-ce que je peux ajouter ? J'ai 36 ans, j'habite à Annecy depuis quelques années. Avant, effectivement, j'ai vécu à l'étranger, on va en reparler. Et je suis à mon compte depuis... toujours quasiment, depuis très longtemps en tout cas, pas forcément en tant que podcasteuse, mais ça fait quand même quelques années maintenant, 6 ans, que je suis à mon compte en tant que podcasteuse et on va pouvoir en parler évidemment et détailler tout ça. Et sinon dans la vie, je suis maman d'un petit garçon qui a 7 ans. Déjà. C'est ça. Alors souvent j'aime bien... pour parler un peu de notre rapport à l'argent, savoir notamment dans quel cadre plutôt familial tu as grandi, parce que ça façonne souvent un petit peu notre rapport à l'argent et qui on est. Donc, est-ce que tu as des choses à partager à ce niveau-là ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Je pense que la famille dans laquelle on grandit façonne beaucoup notre rapport à l'argent. Moi, j'ai grandi dans un foyer avec une maman solo. Sola, avec mon petit frère, donc on a 2 ans d'écart, et une maman qui est toujours, parce qu'elle est à la retraite, mais bon, elle était freelance, passionnée de son métier, et donc elle est à la retraite, encore un peu freelance des fois. Elle faisait quoi ? Elle travaillait dans la publicité, elle était acheteuse d'art et iconographe, donc dans la photo pour des agences de pub. Et puis après, elle s'est reconvertie, enfin pas reconvertie, mais disons qu'elle a fait évoluer son métier vers vraiment de l'iconographie pure, c'est-à-dire rechercher les images appropriées pour des magazines, des livres, etc. Et tu vois, jusqu'à finir à travailler, elle a été directrice photo du Marie-Claire et maintenant elle travaille à la Philharmonie sur leurs brochures annuelles pour trouver les bonnes images, etc. Okay. Donc j'ai grandi avec ce profil-là, une maman indépendante qui venait pas du tout d'une famille où les parents étaient entrepreneurs. Mon grand-père, il travaillait dans l'administration et ma grand-mère, elle était serveuse, puis elle a travaillé dans l'administration, donc des professions quand même assez simples. Avec stable, on va dire, dans ce qu'on entend de la stabilité. Exactement, très stable. Et mon grand-père avec quand même cette image de il faut un job qui va pas bouger, tu vois, et on est sûr, et c'est ancré, etc. Donc ma mère à l'opposé. Okay. Et mon père, donc j'ai pas grandi avec lui, mais voilà, on se voyait. Et lui, il a une marque de cosmétiques bio depuis 35 ans. Donc il a été à son compte, une petite marque avec 3-4 salariés, donc une petite structure. Entreprise qu'il a créée. Mais entreprise qu'il a créée suite à ce que, en fait, mon grand-père était herboriste, vendait des plantes, etc. Et mon père a passé l'étape du dessus en transformant ces plantes-là pour en faire des produits. De cosmétiques, de soins, etc. Et donc, il était aussi à son compte avec des salariés, mais sur une petite structure très artisanale, un peu roots, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai grandi dans ce schéma-là, donc avec quand même, je sais pas pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, mais en tout cas, chez moi, ça a amené une certaine incertitude financière à certains moments, avec des périodes très fastes et des périodes plus creuses aussi d'un point de vue activité, même pour ma maman, où tu vois, c'était quand même finalement assez cyclique. Ouais. Même en termes de présence, de disponibilité. Exactement. Vis-à-vis. Elle avait des périodes où elle travaillait comme une dingue pendant des mois, et puis des périodes où elle pouvait être là et aller nous chercher, nous faire à manger le midi, etc. Mais donc aussi avec quand même ce truc de vague et pas quelque chose d'hyper stable. Okay.
Et j'ai trouvé la stabilité aussi auprès de mes grands-parents qui, même si c'était indirect, mais eux étaient très solides et me semblaient en tout cas très solides. Et donc moi, je n'ai pas grandi en me disant que j'allais être entrepreneuse. Mais je n'ai pas grandi non plus en me disant que j'allais être salariée. Je ne me suis pas tellement projetée, mais je me suis juste dit que j'aspirais à trouver peut-être plus de stabilité et de constance, quoi. Ok, mais quand tu parles du coup de cette incertitude, tu la ressentais comment? Enfin, est-ce qu'il y a des moments précis dont tu te souviens ou c'est plus un sentiment un peu diffus? Non, je m'en souviens quand même parce que, tu vois, si ma mère, elle enchaînait... à l'époque, c'était quand même des CDD, en fait, quand tu étais à ton compte, en tout cas dans son secteur, c'était plutôt des embauches en CDD, ce qui a quand même pas mal changé avec nous aujourd'hui, donc c'était moins précaire. Que ça ne l'est aujourd'hui pour les freelances et tout. Moins de liberté aussi, forcément. Mais je me souviens quand même de ces périodes où elle se dit « Oh là là, là le téléphone n'a pas sonné depuis un moment. J'espère qu'on va me rappeler, que je vais retrouver un job, etc. » Mais au final, elle l'a toujours retrouvé. Mais tu vois, ce truc, j'observais par rapport à mes amis et tout, il n'y avait pas cette continuité. En tout cas, moi, je ne la vivais pas comme ça et j'avais l'impression que il y avait des moments où on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. Mais en fait, à l'échelle d'un enfant, tu te dis « Oh là là, c'est très impressionnant. » Mais à l'échelle de ma maman, c'était juste son travail. Et je le vois aujourd'hui dans mon activité, tu vois. Ouais, mais ce que je trouve quand même... qui m'interpelle, après, c'est ce côté quand même que toi, tu l'as ressenti. Alors, je sais pas, aujourd'hui, en tant que maman, tu vois, est-ce que c'est des choses, tu penses que, par exemple, ton fils perçoit... Parce que, justement, sur le côté un peu gestion de l'argent, je sais pas comment, tu vois, ta maman gérait son argent, mais tu as évoqué le côté fast et le côté moins. Donc, finalement, cette fluctuation de revenus, on pourrait se dire aussi que en tant qu'adulte, tu la gères. Encore une fois, je dis pas du tout, c'est pas du tout simple, et il y a plein de cas. Mais en tout cas, voilà, c'est de ton regard d'enfant, tu as quand même senti des moments, je sais pas, est-ce que c'était sur des courses, des vacances, en tout cas, tu as parlé tout à l'heure du mot un peu plus fast, et des moments un peu plus creux, et tu as ressenti en tout cas une certaine insécurité par rapport à ça. Oui, je pense que ça a été aussi lié aux différentes crises économiques qu'il y a eu, et donc avec cette idée de il va falloir faire un petit peu plus attention que ce qu'on faisait, en sachant qu'on vient quand même de secteurs assez confortables, etc. Mais plutôt avec cette idée de se dire il va falloir faire un peu plus attention, il y a plus d'incertitudes, etc. Et après, ça a changé, mais sur l'arrivée... d'Internet, dans l'usage quotidien et après des logiciels photo, etc. Là, ça a carrément transformé le métier et ça a nécessité une reconversion, en tout cas s'adapter plus, quoi. Une adaptation maximale. Après, est-ce que moi, je le ressentais je pense pas que ma mère, elle nous en parlait forcément. Mais avec mon frère, comme nos parents étaient séparés, je pense que, tu vois, t'es un peu à l'affût des moindres détails et t'es dans une relation aussi qui est différente. Et donc, moi, je pense que, en plus, je suis l'aînée, donc j'ai quand même assez vite eu ce truc de... Tu te sentais un peu responsable. Ouais, sans l'être, et personne ne m'a demandé de l'être. Hein. Mais une forme de responsabilité inhérente à cette posture d'aînée, tu vois. Et du coup, peut-être d'avoir un peu les oreilles qui traînent, d'écouter un peu trop ce qui se disait alors que j'étais pas censée écouter, quoi. Ça marche. Et du coup, est-ce que, finalement, dans la façon de gérer l'argent, est-ce que c'est des choses dont vous parliez, par exemple? Est-ce que c'était tabou? Est-ce que c'était juste on n'en parlait pas? Est-ce que, comment toi, tu vois? Non, c'était pas tabou. Je dirais que c'était pas tabou, mais on n'en parlait pas parce que je pense qu'il y avait pas eu... ma mère, elle a pas eu beaucoup d'éducation financière de ce côté-là. On en parlait moins aussi, évidemment, et tout. Après, en fait, on en a plus parlé plus tard, quand moi, j'ai été à mon compte aussi. Et elle m'a dit, tu sais, il faut que tu prennes un PER, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, etc. Des choses dont on n'avait pas forcément parlé, mais qu'elle avait mises en place au début de sa carrière de freelance. Et dont on a parlé bien plus tard, en fait. Tu vois. Mais on a quand même... Je me souviens qu'on a quand même eu... nos comptes en banque avec mon frère, on avait nos petites cartes là au LCL à l'époque, je me souviens. Donc il y avait quand même cette idée d'indépendance, de tu peux retirer un peu d'argent et tout. Enfin voilà, il y a eu une éducation. C'était pas hyper formalisé, mais c'était quand même présent. Mais c'était présent, présent. Et surtout, moi, le truc que ma mère m'a martelé à mon frère et à moi, c'est il faut être indépendant. Il faut pouvoir, et surtout à moi, il faut que tu puisses être une femme indépendante. Dans ton couple, tu veux dire? Dans mon couple et dans mon rapport financier, il faut que je puisse, moi, subvenir à mes besoins et pas dépendre de quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, je me souviens pas si elle me l'a dit directement ou pas,
Mais c'était un acquis pour moi depuis longtemps, quoi. J'ai rebondi parce qu'en fait, c'est marrant, quand tu as commencé, il faut être indépendante. En un quart de seconde, j'avais ce côté professionnel. Ah oui, non. Le statut d'indépendante. Ouais, non. Et voilà, après, tu as avancé, j'ai compris que tu voulais dire indépendante financièrement pour subvenir à tes besoins. Mais du coup, c'est marrant parce que ça fait très bien aussi, finalement. C'est une indépendance globale. Vis-à-vis de ton employeur, de ton conjoint. Oui, t'as raison. Et donc, justement, ce cheminement, voilà, salarié, indépendance, toi, on s'est arrêté tout à l'heure où tu disais, tu te projetais finalement un peu ni dans l'un ni dans l'autre. Alors, comment ça s'est fait En fait, moi, j'ai fait des études de droit vraiment pour étudier le droit de l'environnement. C'était ma vocation. En tout cas, je suis rentrée en fac de droit, tu vois, à la Sorbonne à la fin de mon bac, quoi, après mon bac, avec cette idée de, OK, je ferai du droit de l'environnement. Alors, à l'époque, j'ai eu le bac en 2008, il y avait moins de masters en droit de l'environnement. Il y en avait 5, je crois, 4 ou 5 en France. Mais moi, je m'étais dit, si on veut changer les choses, si on veut faire avancer sur ces sujets d'écologie, d'environnement, il faut que ça passe par le droit, parce que ça me semblait être le moyen le plus logique. Et donc, je l'avais plutôt imaginé une carrière, soit comme avocate ou comme juriste, en droit de l'environnement, pour plutôt des ONG, associations. À la base de la base, je voulais être lobbyiste à Bruxelles. OK. Pour sur des sujets engagés, évidemment, mais autour de la transition. Et après, je me suis dit, oh là là, non, ça va être trop politique. Ça va être, en fait, j'ai assez vite senti, quand je suis arrivée en Master 1, tu vois, droit de l'environnement, parce qu'avant ça, il n'y avait pas de spécialisation en environnement, donc j'ai dû me taper un peu tous les trucs, droit de la famille et compagnie. Je savais très bien que c'était pas ça que... Je savais que c'était pas ce que je voulais faire, quoi. Donc, je suis arrivée en Master 1, j'étais hyper contente, en mode, ça y est, et tout. Et en fait, j'ai vu la taille du code du droit de l'environnement. J'ai entendu ce qu'on nous disait. À l'époque, c'était quand même... tu vois, on remettait en question le GIEC, quoi, par exemple. Okay. J'ai des profs qui remettaient en question le GIEC, en master droit de l'environnement, quand même. Donc, juste pour bien comprendre, parce que la taille du code, c'est quoi? C'est qu'il est tout petit? Qu'il est énorme. Ah, il est énorme, il est comme ça. Et donc, en fait, je me suis dit, il y a déjà des tonnes de lois qui existent. D'accord, mais ça ne change pas. J'avais pas suivi la logique. Je pensais que du coup, c'était tout petit dans le sens où c'est pas un sujet important. Ok, à l'inverse, il est énorme, mais en fait, dans les faits, ça reste. Tu t'es dit, je vais peut-être pas changer tant de choses. Exactement. En fait, je me suis dit, mais vraiment, en entendant les profs parler et tout, je me disais, mais alors, désolé, mais c'est du foutage de gueule, quoi. Tu vois, genre, on nous propose des textes hyper complexes, très denses, etc. Mais derrière, dans les faits, il se passe rien, ou c'est pas suffisant, et on en est encore à le principe du pollueur-payeur, mais en fait, comment est-ce qu'on le met en place, le principe de précaution, etc., etc. Et donc, tout de suite, je me suis dit, ah non, ça va pas... En fait, arrivé en Master 1, je me suis dit, ça va pas marcher, on va me demander d'être dans des structures pour contourner les lois, ou pour les appliquer à minima, et ça ne va pas avoir d'impact. Ou alors je vais bosser dans des structures, des ONG et tout, là j'aurai de l'impact, et ça me semblait être ma seule porte de sortie. Et donc voilà, et donc après j'ai fait mon Master 2, avec toujours le même sentiment, en me disant, je vais pas aller jusqu'à passer le barreau, parce qu'en fait, je pense que c'est pas ça qui va changer les choses. Et en sortant de mes études, j'ai rejoint une start-up, à l'époque, de cosmétiques solides, qui s'appelle toujours, qui existe toujours, mais c'est plus une start-up, qui s'appelle l'Amazuna. Et c'était vraiment le tout début, j'étais toute seule avec la dirigeante, et j'ai adoré ce côté hyper couteau suisse. On faisait plein de choses, on a ouvert la première boutique à Paris. En plus, à ce moment-là, Laetitia, la fondatrice, elle habitait en Asie. Okay. Donc, c'est moi qui pilotais un peu tout ce qui se passait sur Paris et tout. Et en fait, quand même, de par... mon background familial, le fait que j'ai beaucoup travaillé dans la société de mon père en job d'été et tout, même si c'était une petite structure, le côté très couteau suisse, je l'avais tout de suite, et c'était en fait un atout pour l'Amazuna que je sois en capacité d'analyser des textes, mais aussi de lire une compo Inky et de comprendre les produits et les ingrédients qui avaient été utilisés. Enfin voilà. Et du coup, assez vite, c'était le job parfait. Et donc j'ai fait ça pendant presque 1 an. Et après, on a déménagé. Ok. Musique. Donc attends, ça c'était ton premier job. Ouais.
Ok. Enfin, premier vrai job. Après, voilà, oui. Non, mais je veux dire, sortie d'études, etc. Exactement. Premier. Et donc, tu découvres, on va dire, l'environnement, start-up / entrepreneur indépendant. Exactement. Voilà, petite. Ok. Et impact, beaucoup d'impact, parce que cosmétique solide, tous les mois, on calculait le nombre de déchets à éviter. Et là, je me disais, OK, là... Tu vois le concret, tu vois ce que t'apportes, tu maîtrises le truc. Et voilà, ça me nourrissait beaucoup plus, tu vois. Ok. Et donc, à la suite de ça, tu déménages. Ouais. Où, quand, comment? Avec mon compagnon, on décide de déménager à Hong Kong, en Asie, parce que, en fait, moi, en Master 2, j'avais fait un stage à Bangkok, à la cour administrative, au pôle environnement, pendant plusieurs mois et tout, et c'était absolument génial. Et on était allé rendre visite à un ami qui vivait à Hong Kong, et vraiment, j'ai posé les pieds dans cette ville. On a passé une première soirée, je me souviendrai toute ma vie, on est monté dans un ascenseur, là, transparent, en haut d'un gratte-ciel, et j'ai dit à mon copain, en fait, c'est ici que je dois vivre, c'est chez moi. Genre, j'ai eu un coup de foudre, mais tu vois, quelque chose d'inexplicable où je me suis dit... un truc que tu t'es senti. Ouais, c'est chez moi. Je suis bien. C'est là que je veux vivre, c'est sûr. Et donc, je suis rentrée parce qu'il fallait quand même que je soutienne mon mémoire pour avoir mon Master 2 et tout. C'est enchaîné la proposition de job chez l'Amazona. Et donc, on a attendu un petit peu. Et après, on a juste candidaté pour un Working Holiday Visa, donc un PVT comme il y a en Australie. Mais en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il y en a ailleurs qu'en Australie, au Canada et tout. Okay. Il y en avait un à Hong Kong. À l'époque, on avait moins de 30 ans. Et enfin, mon copain, il avait 29, donc il était temps qu'on parte. Moi, j'étais plus jeune, et on est parti comme ça, en se disant, bon, on essaye 1 an et on verra ce que ça dit. Mais du coup, d'un point de vue pro, lui, par exemple, il faisait quoi à ce moment-là ? Alors lui, il a quitté son job aussi, en France. Il bossait dans le BTP. Il a quitté son job. Et entre-temps, entre le moment où on a candidaté pour le visa, où on a eu le visa et notre déménagement, tu vois, il a dû se passer 3-4 mois, lui a trouvé un job dans le BTP. Là-bas, okay. En bureau d'études. Et toi, tu partais comme ça ? Et moi, je partais comme ça, en me disant, on verra. Okay. J'ai 25 ans. Et c'est marrant, et tu t'es pas dit, alors que t'étais hyper bien dans ton job et tout, on verra plus tard, quoi. Là, c'était... Ah ouais, non. C'était un crève-cœur de quitter l'Amazona. Et vraiment, ça a été extrêmement difficile. Mais je savais qu'il fallait que j'aille vivre dans cette ville. Et en fait, comme on avait un peu ce coup près, parce qu'après 30 ans, pour le visa, c'était plus compliqué et tout, que mon copain, il avait 29, on s'est dit, si c'est pas maintenant, ça va être plus compliqué. Et après, il fallait, tu vois, que lui trouve un job avec un visa sponsorisé. C'est pas du tout la même démarche. Et tout de suite, tu te retrouves dans une logique d'expatriation. Okay. Ce qui, nous, était pas vraiment... Enfin, on a changé de pays, mais on n'était pas du tout avec un package, une structure d'expatriation, pas du tout. Enfin, tu vois, on est parti comme ça avec nos économies et lui avait trouvé un job, mais c'est tout. Okay. Et notre chat. Quand même, très important. Ok, et donc vous partez en disant on va s'installer là-bas ? Non, on part en se disant notre visa, il est valable 1 an. Ok. On y passe 1 an et on voit comment ça évolue. Et c'est aussi pour ça que moi, j'étais pas trop stressée pour le boulot. Je me suis dit, je vais faire 1 an là-bas et au pire, si je trouve rien, je ferai autre chose. C'est pas grave, tu vois. Et puis en arrivant, on s'est installé et tout. C'était hyper chouette, vraiment. Enfin, vraiment, c'était là où il fallait qu'on vive. C'était le destin. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de trouver du boulot quand même. Parce que... on y revient, indépendance. Ouais, c'était ma question aussi, tu parlais de tes économies, mais du coup, c'est un projet... Enfin, t'avais économisé pour ça ou t'économisais parce que c'était dans ta... on est... dans une éducation financière et ça t'a permis de... Enfin, tu vois, parce que tu pars pas comme ça, forcément, non. Quitter ton job et tout. On est parti, mais tu vois, au final, on n'avait pas beaucoup d'argent de côté. Moi, je sais pas, enfin, pas beaucoup. On avait mis un peu d'argent de côté, mais je sais pas, je devais avoir 5 000 € et mon copain, peut-être le double, tu vois, donc c'était pas non plus fou. Oui, j'imagine qu'assez vite, le logement, à Hong Kong, un loyer. Lui avait quand même un job. Voilà. Un loyer à Hong Kong, ça coûte entre 1008 et bien plus, mais minimum 1008, quoi. Donc ça va très très vite. Pour faire venir le chat, ça coûtait déjà 1 500 €. Enfin, tu vois, il y avait quand même plein de paramètres. Donc moi, je me disais, bon, mais à aucun moment, ça nous a stressés. On s'est dit, en fait,
on s'était dit, au pire, on fera un job alimentaire et ce sera trop chouette, on vivra une autre expérience et puis on reviendra en France. Et là, on reprendra des emplois dans nos secteurs. Et donc, lui a trouvé un job, donc ça, c'était cool. C'était aussi un élément de réassurance pour nous, de se dire, on peut se poser un peu plus, on peut se projeter dans un appartement peut-être plus confortable et tout. Donc, ce qu'on a fait, ça, c'était très, très cool. Et après, en fait, moi, j'ai passé des entretiens pour travailler avec le background que j'avais, donc juriste environnement. Alors, je savais que je ne serais pas forcément juriste, mais tu vois, soit à des pôles RSE, développement durable, etc. Et j'ai passé plusieurs entretiens et à chaque fois, j'en sortais en pleurs. Pourquoi ? Parce que je comprenais dans l'entretien qu'on allait juste me demander de contourner les textes ou alors de faire des rapports sur des trucs qui me semblaient complètement bullshit, tu vois, et faux, etc. Et je me disais, mais moi, je vais pas passer mon année à faire un rapport développement durable si je ne crois pas à l'impact qu'il a eu. Et c'était inenvisageable pour moi, vraiment, et ça m'a rendu, ça a été assez dur. J'étais persuadée d'être au bon endroit à Hong Kong, mais en même temps confrontée à une réalité de, en fait, là, le job qu'on me propose, les jobs auxquels je peux postuler, ils correspondent pas du tout à ce que je veux. Mais ça me fait juste penser à tout à l'heure quand tu as évoqué Hong Kong et justement t'as des engagements écologiques forts, etc. Et du coup, c'était un peu paradoxal, je trouve, le fait de dire tu te retrouves dans un ascenseur, dans un gratte-ciel à Hong Kong et tu te dis c'est là que je dois être. Ouais. Comment t'as ressenti ça, parce que là, du coup, ça continue dans le fait de se dire oui, c'est un petit peu paradoxal. Tout à fait. Énorme dissonance. Énorme dissonance. En fait, moi, ce que j'ai aimé à Hong Kong, je suis très citadine, donc c'est ce côté très urbain, mais en même temps, et tous les gens qui y sont allés le savent, ce côté très nature. Okay. Tu prends un bus, t'es sur une plage avec des buffles et il n'y a plus d'immeubles. Tu prends un bateau et t'es sur une île où il n'y a même pas de voiture. Okay. Et ça, c'est le quotidien. Enfin, tu vois, c'est les week-ends, c'est comme ça. Et donc, j'ai aimé ce contraste et je me suis dit, mais il y a tellement de différences et tout. Et ce que j'aimais bien par rapport à, par exemple, la Thaïlande où j'ai vécu pour mon stage, c'est qu'à Hong Kong, y a comme ça a été une colonie britannique, il y a quand même beaucoup de British qui sont nés là-bas. Donc, en fait, dans la culture, il y a plein de gens différents qui vivent. On ne sait pas forcément si t'es né à Hong Kong ou pas, si t'es étranger ou pas. Et tout le monde se fond un peu dans la masse, puis il y a beaucoup de monde et tout. Et donc, j'aimais bien ce côté un peu anonymat, tu vois, qui me plaisait. Mais effectivement, je m'étais dit, oh là là, mais il n'y a rien en matière d'écologie. Comment je vais faire ? Ça ne va pas aller. Mais donc, je m'étais dit, c'est peut-être le moment de rejoindre une grande entreprise et d'avoir un impact à ce niveau-là. Et donc, après les entretiens... Là, tu te rends compte que ce sera plus le cas. Douche froide. Et donc, je me dis, c'est pas grave, je vais trouver un job quand même pour pas rester chez moi toute la journée, ne pas gagner d'argent et être stressée et tout ça, et puis ne pas m'épanouir. Et donc, en fait, j'ai postulé pour être prof de français dans un centre de tutorat, et j'ai fait ça à temps partiel pendant tout le temps que j'ai été à Hong Kong, donc pendant 4 ans. Et c'était absolument génial. J'apprenais le français à des gens qui avaient envie de l'apprendre, qui avaient entre 3 et mon plus vieil élève, le plus âgé, il avait, 78, je crois. Okay. Et c'était absolument génial. Je me suis fait des amis, je suis devenue amie avec certains de mes élèves et tout. Et en fait, c'était top. Et j'ai rencontré d'autres profs avec qui je suis devenue amie aussi. Et ça m'a constitué mon réseau. Et au début, je m'étais dit, je fais ça 6 mois s'il faut, et puis on verra. Et donc, j'ai fait ça. Et en parallèle, j'ai accompagné mon père dans le développement de sa structure, bénévolement, gratuitement, mais pour mettre un peu à profit tout ce que j'avais appris chez l'Amazona. Et au bout d'1 an, il m'a dit, ou 9 mois, il m'a dit, ah ouais, je sens quand même l'impact de ce que tu fais. Je me suis occupée un peu des réseaux sociaux, de restructurer, de contacter des revendeurs, etc., ce que je faisais chez l'Amazona, quoi. Et au bout de 9 mois, il m'a dit, quand même, je mesure l'impact, peut-être que ça te dirait de toucher un petit revenu, quoi. J'étais en mode, oui, je pense que bien. Ce serait assez fair, en effet. Et, mais en même temps, je voulais pas du tout, dès le début, qu'il me le propose, parce que je voulais pas qu'on se dise, ou que moi, je me dise, trop facile, elle part à l'autre bout du monde et son père l'alimente, tu vois. C'est la facilité, quoi. Ouais, c'est marrant parce que en fait, si t'apportais, tu participes au développement, dans les faits, c'était pas forcément. Non, mais carrément. Mais bon, toi, t'avais cette. Mais moi, j'avais ce truc de. Donc, je lui ai dit, ok, on essaye, tu me payes pas, et après, si ça marche. Et donc. Toi, j'imagine,
t'offrait une certaine flexibilité aussi. Exactement. Tout ce que c'était du bonus, mais c'était pas... Exactement, et c'était plus simple aussi pour moi, etc. Et en fait, au bout d'un an, j'ai monté ma boîte à Hong Kong avec mon copain. Enfin, on était tous les deux, mais c'était juste pour mon activité. Et j'ai travaillé avec d'autres structures de cosmétiques bio pour les accompagner un peu dans leur développement. Françaises. Ok, mais du coup, là, t'étais freelance, quoi. Ouais, j'étais freelance. Okay. J'étais freelance, et en même temps, j'étais prof. Et en même temps, j'ai lancé mon podcast à ce moment-là. Ah ouais, c'était à Hong Kong. Ouais. Ok. Donc, tu vois, tout s'est passé un peu en 2017. Ça a été l'année... on est arrivé à Hong Kong en mai 2016. Et moi, j'ai commencé à travailler sur Basilic, mon podcast, en février 2017 pour le lancer en novembre, quoi, à peu près. Ok. Tu vois, enfin, entre le moment où l'idée a germé et le lancement. Ok. Et du coup, de là-bas, c'était qui tes premiers je suis rentrée en France pour les vacances. J'ai enregistré pas mal d'épisodes. Et puis après, je me suis dit, mais il y a forcément des gens engagés à Hong Kong. Je vais aller les chercher. Et donc, j'ai rencontré une première personne qui s'appelle Fanny Moritz, qui est devenue une de mes meilleures amies, qui, elle, avait le premier e-shop zéro déchet de Hong Kong. Okay. Elle revendait l'Amazona. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'on a échangé. Et grâce à elle, après, j'ai découvert d'autres personnes, françaises ou pas, hyper investies dans tout cet univers écolo, engagé, monde de la transition, qui était passé complètement sous mes radars la première année, parce que j'avais rencontré personne dans ce secteur-là. Et en fait, de là, j'ai pu mener des interviews, mais aussi rencontrer des gens, m'investir sur des projets. C'était hyper chouette, quoi. Ah ouais, génial. Et juste petite question, du coup, là, la boîte de ton père, tu continues à bosser un petit peu dedans ou ça s'est arrêté ? Un petit peu. J'ai arrêté juste avant que mon fils y naisse en 2019. Ok. J'ai arrêté à ce moment-là parce qu'en 2019, déjà, j'avais moins de temps. Mon fils est arrivé. Je voulais quand même garder mes élèves parce que ils allaient passer leurs examens et tout. Ouais. Donc, je ne pouvais pas les laisser tomber. Et en fait, en septembre 2019, j'ai compris que le podcast, je pourrais en faire quelque chose, que ça pourrait potentiellement devenir un... Alors, je ne pensais pas que ça allait devenir un métier et que ce soit suffisant pour en vivre. Mais je me suis dit, il y a moyen d'y arriver, de me concentrer un peu là-dessus, de mettre des là-dessus et tout. Et tu vois, mon fils, il avait à peine 6 mois. J'avais en plus le job de prof, donc j'ai arrêté avec mon père. Et je me suis concentrée sur Basilic, sur ma maternité et mes élèves. Quelques élèves, j'en ai gardé quelques-uns, pas tous. Ok. Et du coup, bonne transition. Donc, tu as eu ton fils à Hong Kong. Là-dessus, pareil, ça a été des questions un peu autour de, du coup, financière, de votre situation. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que comment ça s'est passé ? Oui, c'était forcément des interrogations parce que moi, j'étais à mon compte, donc j'avais pas une mutuelle. J'avais pas de mutuelle. En fait, j'étais sur la mutuelle de mon compagnon qui, lui, était en entreprise. Entre-temps, il avait changé 3 fois de job. Mais, et là, il bossait pour une boîte franco-canadienne à ce moment-là. Donc, on n'avait pas du tout un contrat d'expatrié comme on a pu en rencontrer à Hong Kong où les gens, tu vois, ont des budgets de dingue pour leur appart, la santé, les enfants et tout. Nous, pas du tout. Mais néanmoins, on avait une assurance maladie plutôt correcte et une mutuelle plutôt correcte. Mais on n'avait pas le budget pour faire tout le suivi et l'accouchement dans le privé. Ok, parce que tu as une partie privée, une partie publique. Ouais, tu as une partie privée où, en gros, toutes les filles comme françaises que je rencontrais accouchaient dans le privé. Et une partie publique où c'est l'hôpital public. Tu as des dortoirs pour les mamans avec leurs bébés. Et les papas, ils peuvent venir 3 heures par jour, genre de 12 à 13 et de 18 à 20, quoi, tu vois. Okay. Et donc... quand, en fait, tout ça, on l'avait en tête, mais on n'avait pas les infos dans le détail avant que je tombe enceinte. Nous, on s'est vraiment réveillés un jour, ça faisait déjà, 7 ans qu'on était ensemble, et on s'est réveillés en se disant « ce serait trop bien d'avoir un enfant, non ?» tu vois, mais vraiment hyper synchro et tout. Et on s'est dit « allez, on essaye ». On habitait dans un appart avec une chambre, un salon, qui n'était pas minuscule pour Hong Kong, selon les standards hongkongais, mais qui n'était pas immense non plus, au 7e étage sans ascenseur. Ah ouais. Voilà, mais qu'on adorait avec une vue sur un parc et des arbres et tout, donc c'était fabuleux. Et donc on était en mode oh là là, mais si tu tombes enceinte, comment on va faire ? Est-ce qu'il faudra changer d'appartement ? Comment on va faire avec la poussette, avec le bébé et toi enceinte, les 7 étages et tout ? Et au final, on s'est dit allez, on y va, on se pose pas trop de questions. Et je suis tombée enceinte, 9 mois après. Et
On a vécu dans l'appart jusqu'à notre départ de vous Hong avez Kong. pas J'ai dû monté imaginer. 7 étages, enceinte, avec mon bébé, avec Ok. la poussette. Et on ne s'est pas posé toutes ces questions. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, oula, il faut quand même que je me rapproche de quelqu'un pour savoir comment ça va se passer. Et je me souviens que ça a été un peu une douche froide quand j'ai réalisé qu'avec la mutuelle de mon compagnon, on avait, je ne sais plus exactement, je crois que c'était 12 000 euros pour tout le suivi de la grossesse, ou 15 000 peut-être, pour tout le suivi de la grossesse et l'accouchement. Ce qui est pas beaucoup. Enfin, c'est vrai que je trouve on se rend pas compte. qui- Enfin, moi, j'ai pas vraiment de notion, tu vois, quand Moi au début je m'étais dit bon bah ça paraît bien sur ouais, le papier. tu dis, ça va aller quoi, ce sera confort. Et en fait là on est allé dans la clinique privée, on nous dit bon bah un accouchement c'est 8 000 euros, une dose de péridurale c'est 700, une nouvelle injection de péridurale, enfin c'est quand tu appuies sur la pipette c'est 700 euros à nouveau. Si ton enfant il a la jaunisse nanana. Bref, j'ai compris que si mon bébé avait un problème, Ouais, on s'en ressortait avec une note potentiellement, nous, à devoir payer 10, 15, 20 000 euros. En plus de la mutuelle. C'est ça. Donc j'étais en mode, bah, c'est pas possible. On peut pas C'est faire fou ça. parce que tu te dis, là, ça rajoute un truc. Enfin, je trouve en France, on n'a tellement pas ce sujet-là. Enfin, tu vois, t'es pris en charge, tu te poses pas la question de ton accouchement, c'est comment toi tu vas le vivre, etc. T'es centré là-dessus. La question financière, Ah bah, elle est complètement loin. Bah, occultée, tu mais penses bien ça. sûr. Du coup, Et on a une chance inouïe Bah oui, en c'est ça. France. Et donc on s'est dit, et en fait, à l'hôpital, moi j'ai posé la question de si le bébé a un problème dans la clinique privée, comment ça se passe? Et ils m'ont dit, on l'envoie au Queen Mary Hospital, c'est le meilleur hôpital de Hong Kong, c'est l'hôpital public. Je dis, ok, bon bah alors, moi je vais aller accoucher là-bas, ouais. c'est ok. Et donc en fait, avec mon compagnon, on en a pas mal parlé. C'est vrai que moi, ça m'a stressé beaucoup de me dire comment on va faire, j'ai peur dans le public, parce qu'en fait, comme j'avais pas de récit de nana, Oui, qui t'est passé, qui avait. de copines en tout cas françaises, ou même pas françaises, mais de copines qui étaient passées par la case hôpital public, je me disais, mais ça va être la cata, quoi. Parce que du coup, dans l'hôpital public, c'était la mutuelle couvrait. Est-ce que L'hôpital public, ça coûtait 40 euros. Ok. Dès lors que tu as la Hong Kong ID, donc la carte d'identité hongkongaise, ça te coûte 40 euros. Ok. Enfin, 400 Hong Kong. Enfin, je veux dire, quel que soit le scénario, quoi. Ouais. Ok. Donc, si tu veux, on a payé avec notre carte de métro. Tu vois, la Octopus, ça s'appelle. C'est la carte que tu recharges pour payer le métro, mais aussi au 7-Eleven. Tu peux tout payer avec ta Octopus. Mon mec, quand on a check-out de l'hôpital, il a payé avec sa Octopus. D'accord. Incroyable. Et donc, en fait, on a fait le suivi dans le privé avec un obstétricien hongkongais qui avait vécu aux US et tout, donc qui parlait très bien en anglais, et c'était super chouette, il était génial. Une sage-femme française et accouchement dans le public. Ok. Et tout s'est bien passé. Tout s'est très très bien passé. Et du coup, t'étais en dortoir? Et j'étais en dortoir. Ok. Tout à fait. J'avais une vue sur la mer. C'était pas mal. J'étais en dortoir, mais je suis restée 36 heures à l'hôpital. J'ai même pas eu le temps de me rendre compte que j'étais dans un dortoir. Enfin, tu vois, tout allait bien pour mon bébé, pour moi. Et écoute, j'ai ouvert la voie parce qu'après, j'ai plein de copines qui ont accouché dans le public. Ah ouais, du coup. Donc, t'as pu faire le récit. Voilà, je leur ai fait un récit positif et ça s'est bien passé pour elles aussi. Et pour moi, ça s'est extrêmement bien passé. Et toutes les histoires un peu horribles, soit du dortoir, soit du conjoint évincé, que j'avais entendu, ça s'est pas du tout passé pour nous, quoi. Non, trop bien. Donc, un bon récit. Un bon récit. Et voilà. Et donc, après, en fait, si tu veux, toute cette partie financière d'avoir un bébé et tout, nous, on l'avait calculé à Hong Kong, en général, tu as une nanny quoi, à la maison parce qu'il n'y a pas vraiment de crèche, de système d'asthmate comme nous, on peut avoir en France et tout. Donc, tu vois, on avait un peu budgétisé tout ça en se disant, OK, bon, bah, notre nounou, ça va nous coûter 1000 et quelques euros par mois, plus ses vacances et tout. Est-ce qu'on peut le faire rentrer dans notre budget ou pas? Et on avait vu les choses comme ça, mais de manière hyper simple, en fait, en se disant... je sais pas, moi j'avais déjà envie de beaucoup faire appel à la seconde main et tout, on nous a donné beaucoup de choses, il y avait un truc d'entraide très fort et ça a jamais été stressant pour nous d'accueillir cet enfant, même si moi j'étais à mon compte, mais du coup je travaillais moins vu que je venais d'avoir mon bébé, donc j'avais pas d'indemnité, tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai gardé quelques missions de prof et mon mec qui bossait, mais c'était fluide. Et justement, vous deux, par exemple, ça a été comment c'est l'argent dans ton couple? Là, donc, j'imagine à ce moment-là, notamment, vous aviez des écarts de revenus. Ouais. Comment vous fonctionniez? On avait des écarts de revenus, on en a toujours. On fonctionnait... Alors, à Hong Kong, on fonctionnait avec une mise en commun de tout. C'est-à-dire qu'au départ, par flemme, on n'avait ouvert qu'un seul compte en banque
parce que, avec 2 cartes quand même, mais qu'un seul compte, parce que c'était plus simple à l'arrivée et tout. Puis en fait, on ne devait pas rester. Oui, t'es parti pour un an. Tu vois, puis, ouais. donc pour un an, tu ne fais pas toute la paperasse et tout. Et en fait, après, je me suis dit, bon, bah, il faut que moi aussi, j'ouvre un compte. Mais on mettait tout sur le même compte. Et on épargnait sur un autre compte dès lors qu'on pouvait. Tu vois, à la fin du mois, on se disait, bon, bah, est-ce qu'on peut épargner? Oui. C'était très mutualisé. Et c'était bien comme ça parce que c'était plus simple aussi à ce moment-là. Et puis parce que bah, moi, effectivement, comme j'étais en congé mat, mais qu'il n'y avait pas vraiment de congé mat, que j'avais pas d'indemnité et tout, ça permettait aussi de lisser le truc. Donc c'était pas, à Hong Kong, c'était pas vraiment une source de discussion ni d'angoisse parce qu'il y avait, je pense, c'est vraiment cette temporalité de se dire de toute façon, ça va pas durer. Bon, on a quand même, quand on était là-bas, comme on a réussi à épargner, puisqu'on était... bah, je sais pas, on a bien réussi à épargner, en tout cas on n'avait pas d'enfants, c'était peut-être plus simple. On a acheté un appartement à Nantes, quand on était là-bas, pour le mettre en location, vraiment du pur investissement locatif, mais en se disant, en fait, toujours la même chose, ça devait pas durer, mais ça fait déjà 3 ans. Ça fait 3 ans de moins où on cotise à rien en France, tu vois, pas à la retraite. On n'avait pas pris de complémentaire retraite à ce moment-là parce que bah, on n'y pensait pas forcément, on avait moins de 30 ans, enfin tu vois. Et donc on a quand même, on a signé l'appart la semaine où notre fils est né, on a acheté un appart à Nantes. Tu te fais des bonnes périodes, voilà, bien dense, tu vois. On coche plein de cases. On n'a pas visité, c'est mes beaux-parents qui sont allés le visiter et tout, mais on s'est dit, ça va nous sécuriser un petit peu. Et c'est vrai qu'en fait, tout de suite, même si c'était un petit investissement locatif, ça nous a rassurés et confortés en se disant, bon, bah, au moins les années qu'on a passées à Hong Kong, elles ne sont pas perdues, même si je les aurais jamais considérées comme perdues, mais d'un point de vue financier, on va rentrer en France, on aura au moins ça, et puis on verra par la suite, quoi. Ok. Et du coup, donc ça c'était Hong Kong. Et après, du coup, vous avez changé. C'est pas un modèle que vous avez conservé Non, maintenant, bah moi j'ai des revenus plus fixes aussi. On a toujours un écart de salaire, donc on a. En fait, j'ai lu un ouvrage il y a quelques temps, mais on faisait déjà comme ça avant, mais de, tu sais, Héloïse Oseille et compagnie. Qui m'a beaucoup aidée, que j'ai trouvé super, je sais plus comment il s'appelle, Haute-Une citoyenne, quelque chose comme ça, je te renverrai la référence, mais une couverture bleue qui m'a beaucoup aidée et tout, et en fait je vais constater qu'avec mon copain il y avait déjà plein de choses qu'on faisait bien. En fait nous on a toujours fait au prorata de nos revenus. C'est-à-dire que en fonction de combien on gagne, chacun va abonder à hauteur. Ok. À hauteur. Après, il y a des petites particularités parce que comme moi, je suis à mon compte en entreprise, il y a certaines choses que je prends qui sont réglées avec ma boîte, vu que c'est ma propre structure. Tu vois, certaines charges, certains trucs comme ça. Donc après, on se fait des petits équilibres en se disant, bon, bah toi, t'as payé ça. Peut-être que toi, tu vas payer un peu plus les courses. Enfin, voilà, on se fait un peu notre... Après, c'est un truc, voilà, vous êtes... Exactement. Vous en parlez déjà. Mais on en parle hyper librement. Et, ok, avec la situation... Enfin, ouais. On est tout à fait OK avec la situation. Et même pour mon copain, je veux dire, il a toujours eu, et de plus en plus, et aussi parce qu'on s'éveille à ces sujets, que moi, je me suis formée aussi, tu vois. Tu t'es formée, tu veux dire, par toi, par des bouquins? Ouais, les lectures, podcasts, Caravelle, tout plein de choses qui m'ont appris aussi à m'éveiller. Peut-être former, c'est un bien grand mot, mais je me suis quand même éveillée à ces sujets. Et donc, on en a pas mal parlé. Et en fait, aussi, lui, à mesurer. Et tu vois, c'est le premier à me dire, attends, Jeanne, il faut qu'on fasse gaffe, là. Peut-être que cet argent, moi, j'en mets une partie sur mon PER, mais j'en mets une partie sur le tien aussi. Même si c'est pas de l'argent que moi, j'ai forcément... oui, bah après, c'est ça. Je trouve déjà, de toute façon, d'arriver à en parler. Exactement. Dire le point, je trouve, de fond, à la limite, le modèle, chacun le trouve le sien, mais au moins que, voilà, t'en parles. Si la situation évolue, ça peut évoluer aussi. Et que personne se sente lésé. Exactement. Mais c'est pas forcément facile, je trouve, notamment de se projeter. Tu vois, quand, voilà, t'as des enfants, t'as acheté un appart, c'est pas forcément évident non plus de te projeter sur notamment et si à un moment donné ça se passe mal et si mais voilà déjà, c'est vrai que c'est pas évident, t'as raison, mais et l'année dernière, non, il y a 2 ans, on a fait appel à un gestionnaire de patrimoine, quelque chose comme ça, une personne qui nous a donné un peu des conseils, qui nous a fait un peu un état des lieux, etc. Donc ça, c'est des consultations gratuites, hein. On n'a pas
payer. Mais il nous a donné des bons conseils et il a attiré aussi notre attention sur certains points, tu vois, l'assurance de notre appartement qui était trop élevée parce que comme on habitait à l'étranger quand on l'a acheté. Enfin bon, des petites choses comme ça, tu vois. Et enfin l'assurance des prêts et où on a pu aussi diminuer et pour notre fils parce que là pour le coup on était un peu nuls, on abondait sur un livret pour enfants à la banque, quoi. Oui. Et on a compris que c'était pas fou, donc on a tout basculé sur une assurance vie pour notre enfant, en se disant que ce serait mieux, etc. Mais ça nous a aidé aussi d'avoir quelqu'un d'extérieur qui prend un peu de hauteur les revenus, les situations, et qui nous a aussi emmené sur ok, c'est quoi vos projets en fait ? De quoi vous avez envie ? Est-ce que vous avez envie d'acheter un nouvel appart ? Est-ce que vous avez envie que les études de votre fils soient payées dans 5 ans, 10 ans, en prévision d'eux ? Parce que je pense qu'il va falloir malheureusement... je ne sais pas si on va maintenir ce système d'école publique très longtemps et je pense qu'il faut en tout cas prévoir pour notre enfant, tu vois. Et il nous a vachement guidés là-dedans et j'ai trouvé ça très aidant d'avoir cette aide extérieure. Et puis je trouve que le fait de te projeter, enfin il y a un côté parfois, bon, épargner c'est bien, mais dans quel but exactement. Et au moins ça permet d'avoir un peu en tête les projets, de savoir aussi pourquoi tu le fais, te mettre un objectif. Mais en tout cas, oui, je veux dire, ça fait un bon rappel d'en parler là, mais c'est sûr que le sujet livret et tout, oui, c'est pas forcément là où c'est le mieux. Après, déjà, vous épargnez pour votre enfant. Enfin, tu vois, c'est toujours aussi, c'est quand même déjà... super de mettre des choses en place et puis après au fur et à mesure d'essayer de faire au mieux. Et c'est sûr que ce qu'on dit souvent, c'est le côté livret ou compte courant, ton argent il te rapporte pas grand chose, donc quand t'es sur des durées longues c'est plutôt bien, pas très intéressant. Oui, c'est ça. Mais Héloïse elle dit que ça n'a pas trop de sens d'épargner pour son enfant. Okay. Elle dit, il me semble que c'était elle ou quelqu'un d'autre, enfin j'avais lu ça en tout cas dans un des bouquins que j'ai lu, que en fait il vaut mieux épargner pour toi plutôt que pour ton enfant, et que finalement l'argent que toi t'auras épargné reviendra in fine à ton enfant, ou que si tu t'es bien débrouillé, du coup t'auras assez pour payer ses études, etc. Donc c'est vrai que... Tu te rappelles pourquoi ? Je sais plus, mais en gros, parce qu'elle disait que la priorité, c'est soit, c'était vraiment pour les femmes, etc., que la priorité, c'est soit, et qu'il faut que cet argent, il soit aussi disponible pour soi, pour ses projets, et qu'en fait, après, tu peux alimenter autre chose. Bon, alors du coup, ça avait un peu rebattu les cartes, mais on continue quand même un petit peu d'épargner pour lui, mais j'ai un peu changé, tu vois. La revue les montants, mais... c'est ça. Oui, je pense, en tout cas, ce qui est intéressant, alors j'ai pas lu je te retrouverai ça, ouais, carrément, mais j'avais déjà entendu ce côté, après, il y a, je trouve, deux choses, c'est-à-dire que c'est pas, par exemple, n'épargner que pour son enfant, c'est-à-dire que si t'as rien de côté pour toi, c'est bien de commencer par toi, et ça, prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Mais je me dis, si tu as la capacité en fait, d'épargner pour toi et d'épargner un peu pour ton enfant, tant mieux. Oui. Mais c'est encore une fois dans cette gestion des projets. Exactement. Mais en effet, là où en tout cas, je rejoins complètement le point, c'est que il faut penser à toi aussi dans ce sujet-là. Ce qui est pas évident. Souvent pas le cas. Oui, parce qu'en plus, tu as envie de donner le maximum, de faire au mieux pour tes enfants, et voilà, comme dans plein de sujets. Mais oui, ne pas oublier qu'en effet, faut penser à soi aussi. Oui, carrément. Tu vois, moi, le PER, si ma maman m'en avait pas parlé et qu'après, on s'était pas rencontrés, je pense que c'est quelque chose que j'aurais un peu repoussé. En fait, c'était là depuis un moment, mais je me dis, oui, bon, ça va, je vais le faire. Oui, mais bon, en fait, je vais le faire, je ne le fais pas. Et donc, il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans sans le faire, et c'est dommage. Et clairement, ça, c'est quand même une chance d'avoir autour de soi des gens qui peuvent te dire « Ah bah Jeanne, t'y as pensé » et tout. Et moi, maintenant, j'ai quasiment que des copains et des amis entrepreneurs. Et à chaque fois, je leur dis « Alors, tu fais quoi ? Comment tu fais ? Même si c'est un tout petit peu, c'est pas grave et tout. » Oui, et puis tu vois, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure sur le livret, c'est que, en fait, je trouve qu'un des... Alors là, il y a la procrastination du côté administratif. En vrai, t'as la flemme, t'as pas envie de t'y mettre et tu recules. Mais je trouve qu'il y a aussi, et ça, j'ai constaté assez féminin aussi, mais ce côté où t'as peur de prendre une mauvaise décision. Donc tu vas te dire, il faut que je comprenne, il faut que je compare.
je veux pas prendre une mauvaise décision. Donc en fait, tu fais pas. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure sur le côté livret de ton enfant, oui, il y avait mieux à faire, mais tu vois, tant mieux, t'avais commencé à épargner, t'as eu un conseil, t'as fait autre chose. En fait, rien n'est immuable. Un PER, par exemple, tu l'as ouvert, tu te rends compte que finalement, quelques années après, finalement, tu pourrais trouver moins de frais ailleurs, ça se transfère. Une assurance vie, c'est pareil. Et en fait, déjà, tout ce que t'as fait, tant mieux. À part, ce que je dis souvent, c'est, oui, tu regardes une vidéo YouTube qui en 2 minutes te dit tu vas gagner 3 millions dans 3 jours. Ouais, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. Mais en fait, la majorité, même si c'est ton conseiller bancaire, ta banque et tout, c'est peut-être pas le meilleur truc. Et peut-être qu'au fur et à mesure, tu auras un autre conseil, tu vas découvrir autre chose, tu changeras à ce moment-là. Mais ce que tu as mis en place, c'est déjà bien. Et voilà, pas forcément, c'est un peu finalement le sujet aussi, avant d'avoir un enfant, avoir la situation parfaite, le truc. En fait, voilà, encore une fois, il vaut mieux commencer, faire un truc. Et puis, voilà, si tu trouves, parce que petit à petit, tu as des infos où tu échanges, mais pas se retrouver, en effet, entre guillemets, la plus mauvaise décision, c'est de rien faire finalement. Ouais. Et voilà, donc je trouve ton exemple du livret avec ton fils, c'était super. Enfin, voilà, super aussi de te dire, oui, finalement, il y avait mieux à faire, mais ce que tu as fait déjà, c'était mieux que rien faire, en fait. C'est sûr. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté, effectivement, de perfection, ou en tout cas de se dire, est-ce que c'est la meilleure décision ? Et moi, il y avait aussi l'appréhension de me dire, mais si mon activité, ça fonctionne plus, et que je peux plus abonder, et que finalement, je me suis mise toute seule dans une situation compliquée, comment je vais faire ? Enfin, tu vois, et en fait, c'est aussi pour ça, je pense que j'avais un peu d'appréhension, que je freinais un peu des cas de fer au début en me disant « Non mais Jeanne, tu vas pas t'engager là-dedans en plus alors que tu sais même pas si ton activité est pérenne. » Sauf que ça fait 6 ans que je travaille sur cette activité-là et je ne sais toujours pas si c'est pérenne et si je ferai le même métier, voilà. Pareil, oui. Tu vois. Et en fait, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut déjà commencer. Même si c'est petit, et se lancer. Et comment tu gères justement ce sujet variable ? Parce qu'en plus, tu disais que petite, finalement, tu avais une certaine instabilité, insécurité un peu par rapport à ça. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui te... Enfin voilà, comment tu gères ça ? Ça dépend des moments. Il y a des moments où je le gère bien. Déjà, je le gère bien aussi parce qu'on est 2. Et donc, ça me rassure quand même toujours, même si... Tu l'as compris, j'ai ce truc très indépendant. Donc, c'est pas pour moi confortable si, quand il y a des variations, etc. Il y en a de moins en moins parce que mon activité se stabilise aussi. Et j'ai appris à le gérer, alors déjà, en fonction de mon cycle menstruel. Ok. C'est-à-dire que quand je me tape des énormes montées d'angoisse, je regarde mon application Clou et je me dis « Oula !» C'est bon, je regarde dans 3 voilà. jours. Dans 4 jours, ça va aller mieux. Mais je rigole, mais vraiment, enfin, non, mais c'est bien, tu vois, genre, ça a eu des énormes impacts où je me disais, oh, ça y est, c'est la fin, là, ça y est, j'arrête tout. Et on l'a tous quand on est entrepreneur et il y a des montagnes russes, etc. Mais maintenant, j'essaye d'écouter davantage mon corps et de me dire, Jeanne, là, peut-être que tu résonnes aussi juste avec les hormones et que c'est pas tout à fait le plus pertinent. Et comment je gère ça ? Forcément, je pense que les années qui passent, petit à petit, t'arrives à... tu vois, moi, j'ai toujours pris le parti de me verser un salaire pas trop élevé, mais pour pouvoir me verser des dividendes à la fin de l'année, parce que ça me rassurait de me dire, OK, j'ai de l'argent de côté, et s'il m'arrive quelque chose, je pourrais rebondir, etc. Et tu as quand même un salaire qui fait que tu cotises et tu gagnes des trimestres, etc. Enfin, d'un point de vue, tu vois, social, c'est... Même si ça te coûte un peu plus cher vis-à-vis de ton entreprise, c'est quand même... voilà. Exactement. J'étais en SAS depuis le début. Là, j'ai changé pour une SARL, donc avec moins de cotisations sociales, mais je l'ai fait au bout de 5 ans en connaissance de cause et je sais aussi pourquoi je le fais et pour d'autres évolutions, etc. Mais oui, j'avais quand même ce côté salaire, donc ça c'était quand même assez rassurant, surtout pour moi qui avais vécu à l'étranger pendant si longtemps, de me dire au moins j'aurais cotisé un peu. En France c'est quand même pas mal. Et je les gère, je les gère mieux maintenant en fait. Voilà, avec l'expérience, tu regardes le calendrier, tu vois qu'il y a des mois où ça marche mieux, il y a des mois où ça marche moins bien, ça finit toujours par arriver. Et puis je suis assez sereine avec le fait que si ça marche plus un jour, je changerai quoi, tu vois. C'est plus facile maintenant que quand on est rentré en France, où là j'ai trouvé ça dur parce que j'avais pas de chômage. J'avais le droit à aucune aide, et normal, hein, j'avais pas travaillé ici, mais en fait, on est rentré, on avait acheté un appart 1 an avant, donc on n'avait plus non plus tant d'économies que ça. Et là, j'ai trouvé ça difficile. Je me suis dit, ok. Et quand vous avez acheté, vous avez emprunté ? Ouais.
Ok, donc en plus, tu as quand même... c'était loué, donc c'était de Oui, l'investissement. ça se remboursait ça se remboursait tout seul. Ok. Donc ça allait. Mais tu vois, il fallait louer un appart à Annecy. Et là, c'était vraiment le saut dans le vide pour moi. C'était le Covid. Je ne savais pas si j'allais pouvoir vivre du podcast ou pas. Et vraiment, tu vois, j'entends des gens dans les podcasts et tout qui disent « Ah, mais moi, c'était tranquille, j'avais 2 ans, j'avais le chômage et tout. » Moi, j'avais rien du tout. Alors, j'avais mon compagnon qui travaillait, certes, mais c'était pas mon projet de vivre à son crochet pendant 1 an. Et donc, je m'étais dit « Ok, je me lance en septembre. » Donc, c'était septembre 2020. Si en décembre, ça ne marche pas, il faut que je fasse autre chose. Ok, du coup, 2 questions. T'es ici, donc on a suivi la suite. Mais du coup, c'est vrai que tout à l'heure, on n'est pas allé au bout de cette expérience. Donc, qu'est-ce qui a fait que... Donc, vous êtes resté 4 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré? Concours de circonstances, moi j'avais pas envie de rentrer, mais il y a eu une grosse crise politique à Hong Kong en 2019 qui a engendré un bouleversement économique assez fort et beaucoup d'entreprises qui ont fait déménager leurs employés de Hong Kong vers Singapour. Okay. Nous, c'était ce qui nous arrivait. Mon compagnon, en fait, le reste de l'équipe était à Singapour. Donc, ils lui ont dit, bah là, ce serait bien que tu viennes. Il a dit non, il se fait virer. Ok. Voilà, c'est pas le même droit du travail. Et donc, il avait plus de job et on s'est dit, bon, bah allez, on rentre, c'est peut-être le moment, on a notre bébé, il a 10 mois, 11 mois, on va aller voir ce que la vie en France a à nous offrir. Et on est rentré et 2 semaines après, Emmanuel Macron a annoncé le confinement. Ah ouais. Donc, le sens du timing, parfait. Parce qu'à Hong Kong, le Covid, ça a été extrêmement dur. Très très mal géré, ça a été très éprouvant moralement pour tous les gens qui sont restés là-bas. Un bébé de 10 mois en appart, enfin voilà. Ok. Et Annecy, du coup, c'était... Et Annecy, mon copain, donc, il bosse dans le BTP, donc c'est quand même un secteur où il y a du boulot. Et il a trouvé un job qui était basé à Paris, juste avant qu'on déménage de Hong Kong, vraiment 2-3 semaines avant. Et là, moi, j'ai enchaîné crise d'angoisse sur crise d'angoisse en disant ah non, Paris, je suis parisienne, hein, mais en disant ah non, je peux pas aller à Paris, j'ai pas envie d'aller à Paris, je veux pas retourner à Paris et tout. Pourtant, j'adore Paris, mais vraiment, je me sentais pas avec un bébé et tout. Je lui ai dit non, mais si je veux me lancer à mon compte, les loyers à Paris sont exorbitants, comment on va faire? Je pourrais pas, en fait, ça va pas marcher et tout. Et là, il s'est rendu compte que la personne qu'il allait remplacer vivait en Haute-Savoie. Ok. Et donc, il a dit au boss, c'est écrit Paris sur l'annonce, mais pourquoi lui, il vit en Haute-Savoie? Ils ont dit, comme tu veux. Et donc, on a choisi Annecy. Ok. Voilà. Ça s'est fait vraiment... C'était comme ça, sur la carte, là, c'est joli. Voilà, c'est mignon, c'est une ville quand même. Vous n'aviez pas d'attache particulière? Non, on n'avait pas du tout d'attache. Et moi, j'avais dit, je veux pas repartir et tout reconstruire. Bon, et au final, tout reconstruire en période de Covid. Ouais. Donc, c'était autre chose. Mais bon, vous étiez quand même mieux où vous étiez. Ouais, on était très contents d'y être. Et puis, moi, je vais à Paris, tu vois, tous les mois et demi pour le boulot. T'as les avantages et après exactement. Ouais, je vois. Tu vois bien. Et oui, donc ça me faisait penser, donc tu disais, donc septembre, tu dis que tu te lances, septembre 2020, et tu te dis, si en décembre ça marche pas, j'arrête. C'était quoi, ça marche? C'était quoi les critères? Eh ben, les critères, c'était que y ait des projets qui rentrent, que financièrement, il y ait au moins une petite visibilité. Je me suis jamais dit, il faut que je fasse 50 000 euros ou 100 000 euros en 4 mois, pas du tout. Mais je me disais, il faut qu'il y ait une dynamique, de l'intérêt, etc. Et en fait, vraiment, je me suis dit ça. J'ai eu un premier épisode en collab avec l'Occitane. Après, 2 semaines après, on m'a écrit sur LinkedIn, j'ai cru que c'était un fake, quelqu'un du ministère de la Transition écologique qui m'a écrit sur LinkedIn en mode « Bonjour, on cherche à produire des podcasts, on aimerait faire appel à vos services ». Vraiment, au début, j'étais en mode « Non mais qui m'écrit sur LinkedIn comme ça, c'est sûr c'est un fake et tout ». Pas du tout, c'était vrai. Et en fait, ça, plus ça, et ça a marché. Et il y a eu des choses qui sont rentrées, j'ai bossé, et je me suis dit, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher, quoi. Ouais, trop bien. Je te pose cette question parce que je trouve que parfois dans l'entrepreneuriat, c'est quand même difficile de savoir, parce que tu vas te dire, par exemple, allez, je me laisse 6 mois, et justement, ça marche, c'est ça. Est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que c'est une marque d'intérêt? Enfin, voilà, c'est pas évident, je trouve, de jauger et de te dire jusqu'où et pas te retrouver non plus enchaîné dans un truc où tu vas de mois en mois, tu galères, mais il y a souvent une opportunité qui arrive, donc tu dis bon allez je m'accroche, et puis tu peux être aussi vite dans un cycle pas simple, et de trouver
cette dynamique, arriver à l'évaluer et te dire que voilà. Ouais, moi je voulais des signaux positifs, d'engagement, forts et surtout de sentir que j'étais au bon endroit et que tu vois, il y avait une sorte de feu intérieur de me dire ok, il y a ça qui a marché, sur quoi ça va amener et tout. Et en fait, ça s'est enchaîné comme ça, quoi. Ouais, bah trop bien, hein. Et donc finalement, plutôt qu'à Bruxelles, l'endroit, tu as trouvé des moyens plus actionnables, on va dire, d'agir. Ouais, qui moi en tout cas me semble tout aussi pertinent et complémentaire, et je laisse les juristes et avocats faire leur part aussi, parce qu'on est évidemment très nombreux à agir en faveur de la transition, vous en faites partie, on est tout un écosystème, mais moi je pense que je suis au bon endroit pour moi. Eh ben, c'est génial. J'avais envie de te poser encore d'autres questions, parler engagement, impact, argent, mais on a abordé déjà beaucoup de sujets. Tu nous as fait une magnifique conclusion. On peut quand même juste ajouter que l'argent a un énorme impact sur le climat, et que vraiment, il faut réfléchir où on place son argent et ce qu'on en fait. Et ça, vraiment, c'est super, super important, parce que c'est un de nos plus gros leviers d'action à notre échelle de petits humains sur cette terre. Exactement, et c'est ce que j'allais dire pour conclure, donc c'est parfait, c'est ce que j'allais dire, c'est souvent c'est l'épargne, en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on le voit pas, on fait plein d'efforts au quotidien, et voilà, c'est dommage parce qu'on se rend pas compte qu'en effet, finalement, à côté, c'est pas dans une petite boîte, ça finance l'économie réelle, et donc ouais, hyper important aussi d'avoir de l'impact avec son épargne. Donc, merci beaucoup encore une fois pour cet échange qui a été super riche. Merci Marie. On pourra se refaire un épisode dédié impact. En tout cas, on essaye nous aussi d'œuvrer à notre échelle là-dessus, et comme toi. Génial, bien sûr, c'est pour ça que je suis chez Caravelle depuis si longtemps maintenant, ça fait un bail. Vraiment, tu fais partie des premières. Donc merci beaucoup. Et merci Marie, à bientôt. Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, ça nous aiderait beaucoup que vous vous abonniez, commentiez et que vous le partagiez à vos amis.